Et le quart d'heure américain avec cette nouvelle semaine encore très dense sur la scène politique américaine. Après la séquence du bureau ovale la semaine dernière et la violence de l'altercation avec Volodymyr Zelensky, une succession de rendez-vous et de décisions ont renforcé les traits du nouvel ordre mondial qui se dessine. Nouveau rapport diplomatique avec ses voisins ou ses alliés historiques et bien sûr encore toujours de sacrées sorties. On va commencer avec le résumé des punchlines de la semaine. C'est tout de suite avec Nina Masson. Regardez. Qu'attendez-vous de la part du président Zelensky pour relancer les négociations? Eh bien, je pense tout simplement qu'ils devraient être plus reconnaissants, car ce pays est resté à leur côté contre vents et marées. J'ai été sauvé par Dieu pour que l'Amérique redevienne grande, j'en suis convaincu. Les cartels font la guerre à l'Amérique, et il est temps que l'Amérique fasse la guerre aux cartels. C'est ce que nous faisons. 8 millions de dollars pour promouvoir les LGBTQI+, dans la nation africaine du Lesotho, dont personne n'a jamais entendu parler. Et notre pays ne sera plus woke. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale et même internationale. Et je pense que nous allons l'obtenir d'une façon ou d'une autre. À tous mes compatriotes, l'Amérique est de retour. Voilà, c'est un bref résumé, évidemment. Quand on s'arrête, ça continue encore. Il y a de nouvelles sorties depuis. James André, bonjour. Bonjour. Vous êtes à nos côtés cette semaine dans le quart d'heure américain. Alors, c'était déjà un classique lors de son premier mandat, au moins une sortie folle chaque semaine. Et encore, je suis gentil, une semaine, une par jour, c'est un minimum. Plus, oui. Trump version 2 ne déroge pas à la règle. Mais ce qui change cette fois, c'est son rapport à ceux qui étaient encore jusque-là des alliés. Oui, absolument. C'est ce qui est vraiment surprenant et ce qui s'est passé cette semaine, en fait, est choquant. En fait, à partir de vendredi dernier, le moment où effectivement, en gros, on a ce qu'on est en train de voir sur ces images derrière moi, hein, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky qui est face au président des États-Unis, qui lui dit en substance, écoutez, c'est vous qui avez commencé la guerre et de toute façon, vous êtes en train de la perdre, vous n'avez aucun mot à dire, vous n'avez pas de carte en main, vous ne pouvez rien faire et vous allez devoir subir ce qu'on va vous imposer. Et face à ça, c'est lancé toute une séquence diplomatique qu'on a pu voir se dérouler. Alors, on se souvient, dimanche, on avait les pays de bonne volonté qui souhaitaient soutenir l'Ukraine, qui sont retrouvés à Londres, et tout cela arrive évidemment au sommet d'aujourd'hui. Mais évidemment, c'est une semaine qui sera dans les livres d'histoire. C'est-à-dire que c'est la fin du soutien inconditionnel des États-Unis à l'Europe. C'est les États-Unis qui tournent le dos à leurs alliés et qui le font effectivement en Europe, mais pas qu'en Europe. Donc c'est vrai que on est dans un moment pivot, charnière, où effectivement les Européens doivent s'organiser et doivent contre-attaquer finalement. La fin d'une relation, le début d'une autre aussi. Changement de rapport vis-à-vis de la Russie. On va en parler en stoppant le transfert notamment de renseignements militaires à l'Ukraine. Washington a offert pour certains experts un nouveau cadeau à la Russie de Vladimir Poutine. La nouvelle proximité avec le Kremlin qui inspire même les réseaux sociaux. Vous allez le voir, qui fait même rejaillir du passé une une du Time. Couverture du magazine qui date, en réalité, on a cru que c'était de cette semaine, elle date de 2017 cette couverture. Elle a été dégainée sur la toile et évidemment elle dépeint la transformation de la Maison-Blanche en siège de la présidence russe. James, on tire le trait avec cette image de dire la Maison-Blanche se transforme en Kremlin, ou est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dedans aujourd'hui? Alors c'est très bizarre en fait ce qui se passe. Quand on observe ce qui est en train d'arriver à la Maison-Blanche justement, et ce pivot qui est en train de se réaliser vers le Kremlin, ils auraient pu sortir autre chose d'ailleurs. Ils auraient pu ressortir les pages qui avaient été achetées par Donald Trump en 1987 de retour d'un voyage en Russie où il avait acheté des pleines pages de publicité dans le New York Times, le Washington Post à l'époque et le Boston Globe. Ça lui avait coûté 100 000 $, à peu près 94 000 $ en 87, pour faire des pages entières de textes anti-OTAN en expliquant qu'il trouvait injuste que les États-Unis payent tant d'argent pour défendre des alliés qui ne le faisaient pas. 1987. On se souvient qu'ensuite en 2017, il tenait à peu près le même discours. Et aujourd'hui, eh bien, on y revient une fois de plus. Et c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, je veux dire, on a tant de spéculations sur a-t-il été manipulé par le Kremlin? Est-ce un agent du KGB? Est-ce qu'il a été recruté? Est-ce qu'il a été travaillé, etc. Sans doute que effectivement les Russes ont travaillé ont travaillé sur Donald Trump. Et ce qu'on voit aujourd'hui, quoi qu'il arrive et quel que soit le passé, c'est un pivot complet des positions américaines sur les positions russes. Et ça, évidemment, c'est choquant. C'est-à-dire que la manière dont l'histoire a été racontée a changé du jour au lendemain
on est passé d'un président qui disait que c'était une agression russe contre l'Ukraine à un président américain aujourd'hui qui dit que les Ukrainiens sont responsables de ce qui s'est passé. Et ça, évidemment, c'est fou, inacceptable pour les Ukrainiens et pour les alliés de l'Ukraine que sont encore l'Europe. Changement radical, effectivement, de narratif. Il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui au sommet extraordinaire de Bruxelles. C'est est-ce que Washington va se désengager ou pas de l'OTAN, va laisser les Européens se débrouiller seuls, n'assurant plus la sécurité sur le vieux continent. On a entendu Emmanuel Macron dire on espère être encore des alliés. Ça veut dire quoi? On veut encore y croire? Alors, de toute façon, je pense qu'on veut y croire, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'une fois de plus... Est-ce qu'on a raison d'y croire? Qui peut le savoir? On n'est pas encore fixé là-dessus. On n'est pas encore fixé. Ce qu'on a vu, c'est Elon Musk qui dit qu'il est temps que les États-Unis se retirent de l'OTAN et de l'ONU. Il y a eu un tweet dans ce sens-là, ce qui est quand même, quand on connaît l'influence d'Elon Musk, absolument choquant. On sait que pour Donald Trump, et il est déjà dit, l'OTAN coûte beaucoup trop cher aux États-Unis, ne leur sert à rien, que l'ONU est profondément anti-américaine et n'est pas alignée sur les intérêts américains et anti-israélienne. Tout ça, on l'a entendu plein de fois. On n'est pas, je dirais, à un choc près. C'est-à-dire que, est-ce qu'il pourrait carrément se retirer? Si c'est le cas, ce serait le cadeau ultime à la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine aurait réussi son coup. Son objectif était de faire reculer l'OTAN, en tout cas un des objectifs qui était clairement édicté par le maître du Kremlin. Eh bien, le retrait américain de l'OTAN reviendrait à affaiblir tellement l'alliance que ce serait évidemment un coup de maître pour Poutine, une catastrophe pour l'Europe et une catastrophe aussi, très honnêtement, pour les États-Unis. Parce que ce qui est en train de se passer aussi, c'est que la destruction de la crédibilité politique internationale des États-Unis est complète. Comment on peut faire confiance à un pays ou à un allié ou un partenaire commercial qui retourne sa veste au gré d'une élection? Et ça, évidemment, ça va avoir des conséquences à long terme pour toute la politique américaine. Alors, on voyait à l'instant les images du Congrès derrière vous, James, et on a aperçu les rangs des démocrates. Il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui aux États-Unis, entre Américains, entre démocrates forcément, c'est quelle capacité à faire bloc contre Donald Trump, à jouer son rôle d'opposant. Dans cette enceinte du Congrès, on a vu pendant le discours des démocrates organiser surtout une manifestation silencieuse avec des élus notamment vêtus en rose, en soutien aux droits des femmes, ou encore brandissant des pancartes. On va peut-être les voir à l'écran avec des messages évocateurs. Commence à payer tes impôts, Musk vole ou bien faux, pour contrer les affirmations du président. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui estiment que cette attitude, elle est peu constructive, voire qu'elle est puérile et surtout pas à la hauteur de la gravité des événements. Comment s'opposer à quelqu'un qui inonde la zone, qui chaque jour arrive avec quelque chose de tellement violent, de complètement nouveau, de complètement imprévisible tous les jours? Sachant que cette personne, en plus, a été élue, et c'est vrai, c'est indiscutable, a été élue avec un mandat extrêmement fort. Cette fois-ci, Donald Trump a gagné le vote populaire. Pour l'instant, il est encore populaire. Il est en train d'avancer ses pions à toute allure. Et évidemment, pour l'opposition, c'est extrêmement difficile de s'opposer à quoi que ce soit. Donc, ils sont sonnés, là, les démocrates? Pour moi, ils sont sonnés. Parce qu'ils sont très silencieux, c'est étonnant quand même. Alors, c'est étonnant, mais ils sont sonnés. Ils viennent d'essuyer une défaite gravissime. Est-ce qu'ils sont sur une stratégie qui consiste à se dire OK, on va les laisser opérer, on va laisser la catastrophe arriver, parce que je pense que c'est ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation extrêmement tendue. Il y a une échéance qui va être les midterms, donc là on peut imaginer... C'est dans 2 ans, c'est dans longtemps quand même. C'est dans 2 ans, mais il va probablement falloir 2 ans pour se remettre de la défaite cuisante de Kamala Harris, du bilan catastrophique de Joe Biden qui en plus sur la fin de son mandat a quand même gracié son fils par exemple. Qu'est-ce qui vous reste si vous êtes démocrate là tout de suite? Et effectivement vous avez un président qui est en train de tout détricoter sous les applaudissements d'une majorité au Congrès américain. Donc c'est évidemment une posture extrêmement inconfortable, extrêmement difficile, et on a l'impression que pour l'instant il n'y a pas de message, il n'y a pas de leader qui se décide, il n'y a personne qui arrive à tenir tête à Donald Trump. La contestation pour l'instant elle vient uniquement de l'extérieur, elle vient notamment des voisins qui étaient là aussi des alliés. On pense au Canada après l'explosion des droits de douane, 25% de plus depuis le début de semaine, ça a été confirmé par le président américain lui-même, et il y a un mouvement Boycott USA qui est né. On a des vidéos amateurs, vous allez voir, comme celle qui arrive à l'écran, qui commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux avec des appels aux consommateurs à boycotter les produits venant des Américains, en mettant dans son panier non plus un ketchup bien connu d'une marque américaine, mais la version ici, alors en l'occurrence c'est pas une version, alors là c'est du coca cubain au lieu du Coca-Cola. Frapper au portefeuille comme ça peut fonctionner réellement, ou pour les Américains ça parle? En général on dit que ça parle aux yeux de Donald Trump.
Ça reste symbolique. Pour moi, c'est symbolique. Le fait est que si on prend par exemple les pays du nord de l'Europe, qui sont sans doute les plus engagés dans la démarche ici sur le continent européen, on est en train de parler de quelques dizaines de milliers de personnes qui effectivement ont créé un groupe Facebook sur lequel ils avancent qui vont boycotter les produits américains. Il faut voir si ça se structure, si évidemment ça s'institutionnalise, s'il y a des entreprises qui commencent à le faire. Alors c'est vrai qu'on a vu dans les pays nordiques, par exemple, un fournisseur de fuel aux navires américains qui a dit qu'il cesserait de fournir l'armée américaine avant que le gouvernement reviennent en disant que ce n'est pas aligné sur la position du pays. Bon, on est quand même sur quelque chose, je dirais, pour l'instant d'anecdotique. Évidemment, ça pourrait prendre de l'ampleur, mais il faut se souvenir que on est quand même dans un marché extrêmement interdépendant. Il y a énormément de produits américains dont on ne le sait pas. C'est-à-dire que boycotter le Coca-Cola, les McDonald's, c'est très simple, même si ce sont des franchises pour la plupart. Mais par exemple, si vous prenez une société comme Procter & Gamble, si vous faites la liste des produits Procter & Gamble chez vous, vous allez voir que vous avez en fait pas mal de produits américains ou étiquetés américains, qui bien souvent sont produits en Europe. Donc comment on va faire? Mais effectivement, ça peut avoir un impact, mais je pense à la marge. Après, si des gros industriels changent leur supply chains, donc leur chaîne d'approvisionnement, là on peut effectivement avoir un effet. Pourtant c'est une vraie réalité, le questionnement vis-à-vis de la guerre commerciale aussi que pourrait intenter Donald Trump aux Européens. On n'a pas vraiment de doute là-dessus. Emmanuel Macron l'a dit hier soir, je vais essayer de le convaincre de ne pas nous imposer à nous aussi ces droits de douane. Les Français en tout cas s'y préparent. Je vous propose d'écouter ce producteur du nord de la France. Alors il y a un secteur, c'est le secteur des vins et des spiritueux qui est évidemment en alerte en ce moment et qui s'inquiète beaucoup. Ce monsieur a lancé une pétition dans l'idée là aussi de boycotter des produits américains. Écoutez-le. En tant qu'Européen, je me suis senti attaqué et humilié. J'ai passé une mauvaise journée quand j'ai vu cette vidéo et voilà, j'ai essayé de réfléchir toute cette journée. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. On est vraiment sous la botte des Américains. On publie les alternatives françaises et en même temps, chacun peut aussi témoigner de son encouragement pour les autres et il y a des gens qui partagent, qui nous disent qu'ils sont assez choqués depuis quelques jours. Voilà, on est allé jusqu'au nord de la France dans le quart d'heure américain, c'est pas tous les jours, c'est un vrai sujet. Ça, aux États-Unis aussi, il y a la critique qui monte. Oui, la critique monte, c'est-à-dire que les milieux d'affaires ne sont pas d'accord avec ces tariffs, ces droits de douane. Et notamment, on l'a entendu, on l'a vu en une du Wall Street Journal, où on a quand même Rupert Murdoch, qu'on ne peut pas accuser d'être un gauchiste, qui dit que pour lui, c'est une erreur. Il y a énormément de gens dans le milieu du business qui pensent que c'est une erreur. Donc, évidemment, ça va avoir des impacts en termes d'inflation. Donald Trump lui-même en a touché un mot. Il a dit qu'il y aura une période de turbulence, je cite, dans son discours devant le Congrès. Donc oui, il y a beaucoup de questions par rapport à cette guerre commerciale qui est lancée et qui va sans doute toucher la France. Un dernier mot peut-être, James, sur l'état d'esprit des Américains aujourd'hui. On entend évidemment les républicains et les partisans de Donald Trump se réjouir. Les autres? En fait, on a vu beaucoup d'industriels qui sont finalement en train de venir porter allégeance à Donald Trump. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des manœuvres d'intimidation qui sont très claires. Je vous prends un exemple. Si on prend les grands cabinets d'avocats américains, qui ont été saisis par certains des employés fédéraux qui ont été jetés à la porte de leurs agences, eh bien, ces gens-là sont allés voir des cabinets d'avocats qui leur ont dit: on n'est pas sûr de vouloir vous défendre. Pourquoi? Parce que eux ont des contrats à l'intérieur de l'État américain et qu'aujourd'hui Donald Trump est en train de dire: on va révoquer vos autorisations secret défense, on va changer de fournisseur. Grosso modo, vous êtes un grand cabinet d'avocats qui travaille pour le Pentagone, vous attaquez Donald Trump sur une de ses politiques parce qu'on vous a saisi par ailleurs, eh bien vous enlevez vos contrats. Il y a une grande fébrilité, donc une crainte à critiquer ou à vouloir s'en prendre aux intérêts du président américain. Tout le milieu des affaires se retrouve dans une situation où ils sont obligés soit de prêter allégeance, soit de prendre le risque d'être sanctionnés par des biais divers et variés par la nouvelle administration. Et ça, évidemment, ça fait que monter une opposition est complexe. Merci beaucoup, James. C'était le résumé de cette semaine, la fin de ce quart d'heure américain. Restez à nos côtés, l'info se poursuit dans quelques instants sur France 24.